Donc on va commencer, on va faire un petit tour du côté d'Apple avec la nouvelle interface web d'iCloud. Donc il y a une refonte de l'interface d'iCloud. Je ne sais pas si on a que des Apple Boys et Apple Girls dans le chat, mais voilà, sachez qu'ils ont fait une refonte de l'interface web cette fois-ci, donc purement web. On regardera ça, on fera un petit tour d'ailleurs, je me suis connecté, j'ai testé la bêta. On parlera d'un outil complètement what the fuck que j'ai découvert du coup qui s'appelle Rewind AI et qui vous permet d'historiser toute votre activité sur Mac et vous allez voir les features sont dingues, je pense qu'on s'attardera un petit peu là-dessus et on fera il y a une vidéo sur laquelle on fera un peu de React. Ensuite donc un article de 01net qui parle du streaming et des utilisateurs de VPN qui en fait bypassent les limites géographiques et ça pose des soucis. Voilà, notamment pour les éditeurs et voilà, tout ce qui est contractuel. Et puis après quelques actus, alors là sur lequel on passera un petit peu plus vite, mais c'est plus on va dire des actualités, enfin des petites infos sur lesquelles qui sont pas vraiment des articles en fait dans lesquels on va rentrer en détail, mais des petites infos sur lesquelles voilà des petits tips et des partages de ressources que j'ai que je vous donnerai dans le chat et que vous pourrez vous mettre de côté. Donc voilà. Est-ce que ce programme vous sied, les amis? De toute façon, j'ai que ça, donc voilà, ça va être assez chargé, assez dense, mais on va pouvoir commencer ça d'entrée avec du coup cette première actualité, donc la refonte de l'interface web d'iCloud. Donc iCloud, il y a des utilisateurs ou pas dans le chat? Dites-moi si vous utilisez ça. Donc moi je commence tranquillement mon article. Donc Apple n'est pas réputé pour la quantité de ses applications web ni son expertise en la matière. Pourtant iCloud va subir une refonte globale sur le web. Alors, je baisse un peu le son, désolé. La dernière version d'iCloud, actuellement en version bêta, dispose d'une nouvelle interface avec des widgets d'applications et une interface personnalisable. Lorsque vous vous connectez pour la première fois à cette plateforme avec votre compte iCloud, vous allez être accueilli par un ensemble de widgets qui affichent des informations sur votre profil iCloud, Apple Mail, Photos et iCloud Drive. Un gros bouton en bas permet d'ajouter, de supprimer, de réorganiser des widgets basés sur d'autres services iCloud comme Note ou iWork. On fera un petit tour juste après, vous inquiétez pas, je me suis connecté à la bêta pour tester ça. Lorsque vous modifiez votre page d'accueil, tous les widgets se mettent à trembler de la même manière que les icônes d'app sur votre iPhone. Donc ils ont vraiment repris les codes, que ce soit en termes d'animation, en termes graphiques, etc. On n'est pas perdu. En haut à droite se trouve un raccourci. Donc c'est ici, voilà, ici, en fait, sur ce screen-là. Un raccourci pour lancer des applications, ainsi qu'un raccourci vers les options créer, y compris créer un nouveau email, une note, un événement de calendrier, un rappel, etc. etc. La plupart des gens n'utiliseront pas l'interface web d'iCloud comme interface principale, cependant, cela peut être pratique pour accéder à vos données lorsque vous êtes sur des machines non Apple ou que vous n'êtes pas connecté, surtout que les applications ont les mêmes interfaces et fonctionnalités qu'auparavant. D'ailleurs, c'est utile si vous perdez votre iPhone, vous pouvez le géolocaliser et le bloquer via l'application localisée disponible sur l'interface web d'iCloud. Espérons que cette expérimentation passe en production. Pour le moment, on le répète, ce n'est qu'un accès bêta disponible depuis donc beta.icloud.com qu'on va visiter dès à présent. Alors, hop, voilà. Donc quand on arrive, on charge. Je pense qu'il y a, de mémoire, quand je suis arrivé pour la première fois, il y avait une espèce, vous savez, de tuto qui vous guide un peu sur l'interface et sur les choses un peu nouvelles. C'est hyper épuré. Moi, je trouve ça très très cool. Ça reprend vraiment les codes quand même graphiques Apple, on n'est pas perdu. Et donc effectivement, c'est ce qu'on dit, c'est ce système comme ça de widget. Attendez, je mets mon chat sous les yeux. C'est ce système de widget avec donc les notes, Drive, photos, etc. qui est accessible directement ici. On peut personnaliser donc la page d'accueil comme il a été dit dans l'article, avec voilà ce petit mouvement où les widgets tremblent et puis on peut comme ça supprimer. On peut également ajouter du coup des nouveaux widgets supplémentaires. Hop, par exemple mail, et puis réorganiser comme on le veut. Voilà. Donc c'est assez simple, assez classique, mais ultra efficace. Voilà, donc après, ben, voilà, le forfait, espace de stockage, etc. Donc on a toutes les fonctionnalités, on va dire, qu'on peut attendre de cet iCloud. Et donc une interface plutôt efficace. Ici en haut à droite, donc on peut repérer, c'est ce qui était dit dans l'article aussi, on a accès à d'autres apps.
Voilà, donc après, bon, j'ai pas beaucoup plus à dire, si ce n'est que je trouve que pour une bêta, c'est plutôt fonctionnel. J'ai pas repéré de bugs ou autre, enfin de choses bien particulières. Et grosso modo, ça fait bien le taf. Et je pense effectivement que ça va être intéressant, notamment, moi, le cas le plus intéressant, je pense, c'est effectivement quand vous perdez votre téléphone ou autre, pouvoir y accéder depuis, en gros, un device qui n'est pas Apple ou pas à vous ou autre, voilà, votre collègue, votre ami, que sais-je, vous pouvez vous connecter directement sur iCloud et puis aller chercher l'option localisée ou aller bloquer votre téléphone si jamais vous êtes fait voler. La partie Drive aussi intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en servir en fait pour archiver pas mal de docs, etc. Et on n'a pas toujours un Mac sous la main. Donc voilà, une interface et une refonte je trouve plutôt efficace. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais grosso modo, je trouve que ça fait bien le job. C'est hyper fluide. Et voilà, encore une fois, j'ai pas relevé de bugs bien particuliers. Maintenant, peut-être qu'il y a encore des choses un petit peu améliorées. Bob qui dit ah ouais, très clean l'interface en même temps, vu la qualité générale de l'UI Apple, ce n'est pas très étonnant. Ouais, ouais, tout à fait, mais c'est vrai qu'ils auraient pu un peu mettre ça de côté dans la mesure où voilà, c'est une interface web que tout le monde n'en aura pas l'utilité, mais non, grosso modo, là, ça a été une bonne grosse refonte. Et voilà, et aujourd'hui, ça fait très très bien le taf, quoi. Voilà, donc petite actualité petite actualité Apple qui du coup fait bien plaisir. On va pouvoir rapidement enchaîner sur la suivante parce que celle-ci, je pense qu'on va s'y attarder un petit peu plus. Donc, cet article, alors je vous ai pas cité l'article, donc l'article c'était Frandroid. Frandroid évidemment qui a repris, qui a repris cette actualité. Du coup, article suivant, iPhonesoft.fr, du coup, qui nous parle de Rewind AI, un outil qui, si vraiment toutes les promesses qui sont posées là sont respectées, moi je trouve que l'outil est vraiment incroyable. Il va y avoir quelques freins, je pense, mais ça reste quand même assez incroyable technologiquement parlant en tout cas. Donc, Rewind AI crée un historique de tout ce que vous faites sur Mac. Vous connaissez probablement la notion d'historique de navigation sur Internet via les navigateurs comme Safari, mais il n'y a pas d'équivalent sur un appareil au global. Sur Mac, par exemple, je galère là. Il n'y a pas de moyen facile de revenir en arrière pour vérifier un point quelconque. Enfin, ça, c'était avant. Avec l'application Rewind AI, vous pouvez garder une trace de tout ce que vous faites sur votre Mac afin que vous puissiez vous rafraîchir la mémoire à tout moment. Comment ça marche? Comme son nom l'indique, Rewind AI enregistre absolument tout ce que vous avez vu, dit ou entendu en utilisant votre Mac. Grâce à ces enregistrements, les utilisateurs peuvent facilement revenir à un moment précis de la journée pour le revoir. Mais l'application va bien au-delà de la simple sauvegarde d'un enregistrement d'écran. Si les développeurs ne donnent logistiquement pas beaucoup de détails sur les technologies qui se cachent derrière Rewind AI, le site de la société indique qu'elle utilise une compression époustouflante qui permet d'enregistrer une énorme quantité de données sans perte significative de qualité. C'est là que c'est hyper intéressant en fait, c'est que, bon ok, donc en gros c'est un outil qui va permettre de sauvegarder tout ce que je fais, que ce soit au niveau de ce que je dis, au niveau de où je navigue dans mon Mac, avec un système donc d'historique, on voit la timeline juste en bas, mais enregistrer autant de quantité de vidéos, ça peut paraître juste illusoire parce que ça pèse un âne mort. Et c'est là que les développeurs ont fait très fort. Donc ils disent, les développeurs affirment qu'un enregistrement de 10 Go devient un fichier ridicule de 2,8 mégas. Donc 10 Go, on arrive à 2,8 mégas. C'est là aussi que le côté époustouflant de la chose est... alors est-ce que c'est de l'algo ou voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'avoue que j'en sais rien, mais on arrive quand même sur des chiffres qui sont assez impressionnants. Cela permet à Rewind AI de stocker des années d'enregistrement. Donc on parle d'années d'enregistrement. Les mecs en sont là. L'application utilise également l'OCR. Donc l'OCR, c'est la reconnaissance en fait de texte pour identifier donc le contenu textuel dans les images, combiné à la reconnaissance vocale pour fournir des capacités de recherche puissantes. Une brève vidéo de démonstration partagée par l'entreprise, on va la regarder juste maintenant. Donc je me suis perdu.
Oui, voilà. Dans une brève vidéo de démonstration partagée par l'entreprise, on peut voir que l'interface de l'appli dispose d'une barre de recherche où les utilisateurs peuvent revenir à un moment précis de la journée en tapant simplement un mot ou une phrase. Donc vous tapez un mot et boum, il va directement. Alors je vais pas lancer de suite la vidéo, mais voilà, vous tapez en fait, vous avez un truc un peu comme Spotlight, hein, donc un moteur de recherche, et lui, il va aller directement rechercher. Donc ça en fait, ce sont des captures à différents moments en fait de votre journée ou de, voilà, de ce qui s'est passé. Il va directement aller chercher en fait dans cette capture d'écran vidéo le texte correspondant. Ce qui, je trouve, est juste hallucinant. Je sais pas si ça fait halluciner que moi, mais bon, bref, je trouve ça vraiment dingue. Ce que je disais, donc l'application utilise OCR pour identifier du contenu textuel dans les images, combiné à de la reconnaissance vocale pour fournir des capacités de recherche puissantes. Bon, ça je l'ai dit, la vidéo, etc., etc. C'est un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche de tout ce que vous avez fait sur Mac. Oui, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est l'idée d'avoir un moteur de recherche un peu global. Il est intéressant de noter que Rewind AI a été conçu pour les Mac équipés de puces Apple Silicon. En effet, il utilise des caractéristiques spécifiques des SoC d'Apple pour tout enregistrer sans sursolliciter les ressources système telles que le CPU et la RAM. L'impact énergétique est réduit à sa plus simple expression, dixit les ingénieurs derrière ce projet, qui pourrait être résumé en une extension de Time Machine et de Spotlight. Voilà, c'est un peu l'idée de se dire, c'est un truc un peu cross entre Time Machine, qui est le système de sauvegarde d'Apple de base, et Spotlight, le moteur de recherche. Donc, ce que je vous propose rapidement, je vous lance la vidéo, et on fait un petit react sur ça. Je vais couper la musique, hop, en fond. Et franchement, s'il y a un passage à regarder sur toute cette matinale, c'est celui-ci. Donc mettez-vous bien sur la vidéo. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant ce qui sort. Alors, attendez, je monte un peu le son parce que sinon, vous n'allez pas entendre. Hop. Salut Etidou, bienvenue, première fois sur le chat. Ça arrive au bon moment, on est en train de parler de Rewind AI, je sais pas si tu as entendu parler. Donc là, c'est la vidéo de démo, une espèce de méga moteur de recherche de tout ce que tu fais sur ton Apple. Je vous montre ça. We're building the search engine for your life. With Rewind, you can find anything you've seen, said, or heard. Let's jump in. Once Rewind is installed, you can open it by hitting Command-Shift-Space. You can type in anything you've seen, said, or heard to search for it, and down below, you can scroll through time. This opens an entirely new dimension of computing. Donc voilà, ça c'est ce qu'il explique, c'est que du coup on a un moteur de recherche ici dans lequel on va pouvoir taper des choses et ça va être automatiquement recherché via de la reconnaissance de texte dans des images ou des vidéos. Et là vous avez cette petite barre d'en bas qu'on voit dans laquelle on peut naviguer et revenir en arrière. Time. With Rewind, you can literally rewind time. Ever want to retrace your steps or go back to a slide in a meeting or maybe go find something you might want to copy and paste from your past? Now you can. You can simply go back a few minutes, copy it, and you're done. The real power of Rewind comes from search. Let me show you an example. Here I'm going to search for TPS reports. Now every time the term TPS reports appeared on my screen or was said by someone in a meeting, it shows up as a search result. Donc voilà, il faut bien se rendre compte du coup, c'est que là on a tapé en fait, comme on taperait dans un Spotlight, un texte. Et en fait, là, il fait popper l'ensemble des captures de. Enfin, c'est une capture d'écran. En fait, c'est de la vidéo qui a été record en fait tout du long, et il va directement rechercher en fait des moments en fait le texte correspondant qui serait apparu pendant votre pendant que vous étiez en train de naviguer tranquillement sur votre Mac. Donc l'outil est vraiment, vraiment ouf. Moi, je trouve ça... je sais pas s'il y a que moi que ça hype comme ça, mais je trouve ça dingue. Punaise, c'est incroyable cet outil. Ouais, carrément, c'est vraiment incroyable. Si le texte, salut tout le monde, bienvenue à toi, première fois dans le chat. At the top here, I can filter these results by the app that the term appeared in. And below, I see the results themselves. Here's a Zoom meeting I had, a text message I received, an email. Here's a Word document, a Keynote file, a Loom video, and even a Slack message. Again, anything that I've seen on my machine, now I can search using Rewind. In this case, I'm looking for the cover sheet, so I'm going to click on this meeting I had with Bill, which was actually shared with me by Bill during a Zoom meeting. He was actually screen sharing, that's why it was hard for me to find this. I was able to find it by looking at the transcript of the meeting. Here I'm searching for the word TPS report, and I can find every occurrence of it during this meeting.
I can also switch between the Zoom meeting, which I was in, and whatever else I was doing on my machine at the same time, using this picture-in-picture control at the bottom left. In this case, what I was looking for is this document. And so even though Bill was sharing it with me via Zoom while sharing his screen, I can actually click on the link that appeared in the screen share and open it up in my browser. That was just a Voilà pour cette vidéo. Bon, après, à la fin, il dit c'est que le début, etc. On a plein de choses qui défoncent qui vont arriver. C'est un peu l'idée, quoi. Mais déjà, je trouve que l'outil de lui-même est assez impressionnant. Voilà, après, ça pose un certain nombre de soucis. Donc, c'est ce qui va être dit un peu plus loin dans l'article. Mais déjà, je trouve que l'interface, l'UI et l'UX fonctionne vraiment bien. Franchement, c'est hyper propre et tout l'interface. Et le truc qui est impressionnant, c'est vraiment cette stat où en gros ils te disent que de 10 gigas d'enregistrement vidéo, ils en font une vidéo de 2,8 mégas. Et donc ils peuvent enregistrer jusqu'à des années d'enregistrement. Bon, après, on connaît le côté un peu grandiloquent et marketeux qui peut popper des fois de certaines startups, donc il faut faire attention. Mais c'est quand même assez incroyable. Et puis derrière, on peut se dire que si jamais ils arrivent à compresser en gardant une bonne qualité, ça peut avoir beaucoup d'autres applications autres que celle-ci. Benta qui dit plus besoin de garer sur l'historique de Chrome. Ben ouais, là c'est un historique, mais de tout ce que tu fais en fait de façon permanente. Et c'est voilà, ça te permet d'historiser à vraiment tout avec ce système de reconnaissance de texte qui t'aide à rechercher de façon beaucoup plus facile. Pas mal de nouvelles têtes aujourd'hui. Salut à tous. Ouais, beaucoup de nouvelles têtes. Alors il y a pas mal de gens qui sont arrivés peut-être de hier, du coup du stream qu'on a fait, vu que j'en ai parlé. Donc je suis très content évidemment de tous vous accueillir. On termine rapidement. Donc le gros problème de cette application Rewind AI, et en tout cas la question qui se pose finalement, c'est la question de confidentialité. Hello JP qui arrive dans le chat. Donc une application qui enregistre tout ce qu'un utilisateur fait sur son ordinateur soulève évidemment de nombreuses questions quant au respect de la vie privée. Dan Siroker, je pense que ça se dit, Dan Siroker, créateur de Rewind AI, indique que les enregistrements sont stockés localement et que l'application n'est pas intégrée au cloud. Les utilisateurs peuvent également supprimer des enregistrements à tout moment, ainsi qu'exclure des applications spécifiques des enregistrements. Il faudra vérifier tout cela si vous êtes intéressé en sniffant notamment le réseau lors de son utilisation afin de voir s'il n'y a pas de requêtes qui partent vers des serveurs externes, évidemment. Et puis, il faut penser que ce genre de logiciel peut être exploité plus tard par des personnes malveillantes en entreprise, la police, le gouvernement, etc. Donc ça, c'est évidemment le travers qu'on peut déjà anticiper et la peur, parce que l'idée, c'est de se dire, ok, est-ce que vous seriez capable... D'ailleurs, peut-être je vais faire un petit sondage dans le chat, parce que j'ai jamais fait de sondage sur cette chaîne, et même de façon globale, j'en fais pas énormément. Est-ce que vous utiliseriez ce type d'outils, en fait, pour pouvoir sauvegarder un peu tout ce que vous faites? Je sais pas si j'ai accès au sondage encore sur cette chaîne ou pas, parce que ça se trouve, j'ai même pas accès. Je me chauffe un peu là, mais... voyons voir. Ah non, peut-être que j'ai pas encore accès. Je vais tester la commande Paul. Non, je peux pas. Bah, dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous chaufferait ou pas ce genre d'outil? Moi personnellement, autant je trouve ça impressionnant, autant c'est vrai que ce qui fait un peu peur, c'est effectivement si jamais l'outil envoie des données vers l'extérieur. Et puis bon, il y a un côté où tu actives ta caméra ou autre. Il peut y avoir très vite des dérives, on va dire, et ça fait un petit peu flipper. Mais après, technologiquement parlant, moi je reconnais que c'est hyper impressionnant ce qu'ils ont fait. Autant le côté compression vidéo et toute la partie navigation, le fait de naviguer comme ça de façon assez facile avec cette recherche de texte. Enfin, honnêtement, c'est assez cool et assez prometteur du coup, ouais, parce que ils disent qu'ils ont exploité les puces Apple, donc les nouvelles puces M1, M2. Donc ça prouve bien que en termes d'énergie, visiblement, techniquement parlant, il y a beaucoup de choses à faire et qu'elles sont relativement optimisées. Je lis vos commentaires du coup. Margot qui met peut-être que ça prend pas en compte les docs qu'on a supprimés. Ok, je sais pas trop ce que tu as voulu dire là. Si tu peux préciser. Philou, oui, ça fait un peu peur. Ça peut donner la possibilité à des entreprises d'espionner leurs employés de manière
mal intentionné. Ouais, alors clairement ça c'est le côté qui fait un petit peu flipper. Après, j'ai envie de te dire, il y a quand même certaines boîtes ou grands groupes où on va pas se mentir, je pense que déjà, au niveau du trafic, je pense qu'ils sont capables d'enregistrer pas mal de choses qui se passent. Alors attendez, hop, j'ai reçu un petit message de Bob le développeur. Ouais, ce que je disais, c'est que je pense qu'il y a quand même des entreprises déjà, si jamais ils font à peu près bien le taf, disons qu'ils sont contraints, ils ont des contraintes de sécurité, je pense qu'ils sont relativement fortes et déjà ils t'installent en fait sur ton Mac ou ton PC un certain nombre d'outils pour les piloter à distance et à mon avis, même si je suis pas spécialiste de la sécurité, je pense qu'il y a déjà un certain nombre d'infos qui sont déjà pas mal captées. Mais là c'est clair que ça ouvre encore une autre perspective où vraiment tu as la sensation d'être complètement espionné. Mais en tout cas, je voulais vous parler de ça ce matin parce que je trouve que l'outil en soi est assez dingue déjà d'être arrivé à faire un truc comme ça. Je trouve ça assez fou. Ouais, du coup, ouais, c'est ce que vous me dites. Il faut être affilié pour. Ouais, bon, de toute façon, l'affiliation, j'espère que ça devrait venir dans pas longtemps. Après, on a lancé la chaîne, ça fait pas très longtemps, donc ça devrait venir. Mais tant pis, faites-moi directement les retours et puis on verra plus tard pour faire un sondage. Margot, c'est ouf, mais je ne pense pas l'utiliser. J'essaye de m'organiser pour retrouver mes docs et si je n'y arrive pas, je trouve une autre solution. Ouais. Donc, ok, plutôt non, plutôt effrayé, on va dire, par ça. Google le fait plus ou moins déjà. Exactement, Philou. Exactement, c'est ça. C'est que je pense que bon, il y a déjà du tracking. Après là, il y a un côté matérialisé où en fait, vraiment, tu vois en fait que tout est enregistré. Et puis, enfin, ça va être très bête, est ce que je veux dire, mais arrive un moment où je sais pas, t'as ta cam d'allumée pour une raison X ou Y et tu te grattes le nez ou je sais pas quoi. Moi personnellement, c'est le genre de truc, ça, je trouve ça un peu creepy, ça me ferait un peu peur. Voilà. Après, encore une fois, moi je voulais surtout insister sur l'outil en soi que je trouve assez dingue. Margot, en vrai, dans une ancienne boîte où j'étais, je sais qu'il regardait mon écran et mes appels. Ok. Et Philou qui confirme, ouais, oui, puisque je pense que tu t'y connais aussi en matière de grosses boîtes. Benta, je sais pas si je m'en servirai tous les jours, mais ça peut être vraiment utile pour gagner du temps. Ok, bah c'est partagé. Les avis sont partagés. Effectivement, il y en a qui sont plutôt pour et d'autres un peu plus contre. Enfin, en tout cas, qui seraient plus réfrénés, on va dire, par cette utilisation. Ok. Si vous n'avez pas d'autres réactions, on va passer à l'article suivant. Du coup. Donc un article cette fois-ci de 01net qui parle du streaming et des utilisateurs de VPN. Est-ce qu'ils ont des soucis à se faire? Donc on va passer rapidement sur cette actu parce qu'il y a encore quelques autres choses que je voulais vous présenter. Donc je lis. Les plateformes de streaming sont-elles responsables du piratage de leurs services par certains abonnés utilisant un VPN pour contourner les blocages géographiques? Donc on parle bien de, là pour le coup c'est surtout la partie géographique qui nous intéresse, c'est pas les gens qui vont faire du piratage, du peer-to-peer ou ce genre de choses, c'est vraiment plus, voilà, typiquement, vous voulez regarder une série qui est aux US et vous êtes en France, vous utilisez un VPN pour vous géolocaliser et comme ça, Netflix en US, voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc, les plateformes de streaming sont-elles responsables du piratage de leurs services par certains abonnés utilisant un VPN pour contourner les blocages géographiques? Une question épineuse à laquelle a répondu l'avocat général de l'Union européenne. C'est une réalité, les services de VPN servent à protéger la confidentialité en ligne des internautes, mais aussi à contourner les restrictions géographiques imposées par certains services, comme ceux des plateformes de streaming, un des cas d'utilisation qui est aujourd'hui au centre d'une affaire devant la Cour de justice européenne. Je pense d'ailleurs à un autre contournement que peut-être certains ont testé, mais vous savez, il y a aussi quand vous achetez des billets d'avion ou ce genre de choses où le prix dépend de votre géolocalisation. Ça c'est pareil, c'est des gens qui vont utiliser le VPN à des fins de se géolocaliser ailleurs pour avoir des prix plus avantageux. Donc on est toujours sur cette idée de géographie en tout cas. Bien que cela soit souvent contraire aux conditions d'utilisation des plateformes, l'utilisation d'un VPN avec les services de streaming est assez courante. Ce cas d'usage fait aujourd'hui débat devant la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une affaire opposant deux entreprises serbes, la société de production Grande Production et la plateforme de streaming Go4You, baptisée MTEL. Enfin, rebaptisée depuis.
Les deux entreprises ont signé un accord pour la diffusion de programmes télévisés en Serbie et au Monténégro, mais Grande Production a depuis constaté que ces programmes étaient aussi diffusés en Autriche et que les utilisateurs d'un VPN pouvaient les voir depuis n'importe où dans le monde, une découverte qui les amène à déposer plainte contre le service de streaming. Voilà, donc ça c'est le cas en fait qui est aujourd'hui qui fait parler tout simplement et qui pose cette question. Je pense que ça fera certainement office de jurisprudence à l'avenir et c'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on se pose la question au niveau légal, les VPN, est-ce qu'on doit les encadrer un peu plus, comment est-ce que ça doit se passer et comment on peut contrer ce type de situation. La Cour de justice de l'Union européenne doit maintenant répondre à la question suivante. Les services de streaming sont-ils responsables de la violation du droit d'auteur lorsque leurs abonnés utilisent un VPN pour contourner le blocage géographique? Une question à laquelle l'avocat général de l'UE, alors il a un nom très compliqué donc je ne vais pas le prononcer, a donné son avis. Du coup, pour l'avocat général, le blocage géographique mis en place est une forme de gestion des droits numériques qui sont utilisés pour créer des frontières virtuelles sur Internet, qui n'a pas de frontières. Le contournement de ces restrictions par l'utilisation d'un VPN peut cependant constituer une violation du droit d'auteur, mais pour Spooner, je pense que ça doit se prononcer comme ça, donc pour cet avocat, ce sont bien les personnes qui contournent les restrictions qui sont responsables et non la plateforme de streaming qui est responsable du coup de ce contournement. Un problème de piratage par VPN qui n'est pas vraiment un secret, y compris pour la société de production au moment de signer l'accord de la plateforme de streaming. Donc voilà, il met aussi en cause les deux parties en fait en disant quand vous signez en fait pour un contrat de stream, vous savez très bien que potentiellement il peut y avoir ce type de contournement et donc en gros faites pas les innocents quoi. Les seuls cas pour lesquels les services de diffusion en continu pourraient être tenus responsables sont les suivants: la non-mise d'une mesure de blocage géographique ou l'utilisation volontaire d'outils de blocage inefficaces. Un avis de la Cour de justice européenne pourrait suivre avant de rendre son verdict dans les prochains mois. Voilà, donc ça c'est un article qui est intéressant, je trouve, dans la mesure où ça pose des questions de façon plus globale et je pense que de cette affaire va découler pas mal de choses sur l'utilisation des VPN qui aujourd'hui est peut-être un petit peu freestyle. Il y a pas mal de gens qui s'en servent à des fins un peu plus malveillante, on va dire. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous utilisez déjà vous-même des VPN? Faut savoir qu'un VPN à la base, ça a des fins quand même plutôt legit, c'est-à-dire que il y a des gens qui s'en servent, par exemple si vous êtes dans un télétravail, dans le cadre du télétravail, vous avez la possibilité d'utiliser un VPN, donc un outil qui va vous localiser à un autre endroit, on va dire, hein, et vous faire masquer un petit peu votre IP en quelque sorte. Et donc il y a des entreprises qui s'en servent pour des employés qui sont en télétravail. Et donc étant donné que les accès à certaines données sont restreintes, vous devez passer par le VPN de l'entreprise pour pouvoir en fait finalement accéder à ces données et du coup garder ça bien protégé. Voilà. Donc les VPN aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisation, mais c'est peut-être pas encore suffisamment encadré. Et effectivement, quand on est sur des cas comme celui-ci où il y a des enjeux financiers et des enjeux d'exclusivité par pays, le VPN contourne en fait ce type de problème. Donc je pense que de cette affaire-là peut en ressortir pas mal de choses et avoir un gros impact à l'avenir en tout cas. Voilà pour cette actu que je trouvais plutôt intéressante. On va passer du coup sur l'actu suivante, qui est une actu du coup de Frandroid. On retrouve les amis de chez Frandroid. Du coup, l'actu suivante porte sur une nouvelle feature de Twitch. Donc, étant donné qu'on est sur Twitch, je pense qu'on est directement concerné. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, du coup, une nouvelle fonctionnalité qui permettrait de rembobiner des streams qui sont diffusés en live. Donc jusqu'à présent, c'était pas le cas. Et on a du coup cette nouvelle fonctionnalité qui pop et qui devrait faire son apparition, qui actuellement est testée en bêta si j'ai bien compris. Et donc ça vous permettrait en fait, quand vous êtes en train de regarder comme ici un stream, de revenir un petit peu en arrière si jamais vous avez raté certaines choses
en particulier, quoi. Voilà. Donc du coup l'article, rien de plus frustrant que de rater une séquence croustillante sur une diffusion en direct. Twitch est du même avis, la plateforme teste actuellement un bouton qui devrait bientôt permettre de revenir légèrement en arrière, même si on assiste à un stream diffusé en direct. Si vous passez un peu de temps sur Twitch, il vous est probablement déjà arrivé de rater une portion intéressante d'une diffusion en direct ou simplement de vouloir revoir une action réalisée d'une main de maître par le dernier FPS à la mode. Seulement voilà, ce n'est pas encore possible, du moins pour l'instant. Car on apprend que la plateforme teste actuellement auprès de certains utilisateurs un nouveau bouton permettant de rembobiner le stream auquel vous assistez. Twitch précise que cette commande permettra de revenir seulement 2 minutes en arrière. Vous pourrez ensuite parcourir ce qui a été diffusé jusqu'à revenir au direct et même revoir ce que vous avez manqué avec une vitesse de lecture différente. En clair, on héritera de certaines fonctions déjà disponibles sur les vidéos en VOD de la plateforme, mais là cette fois-ci du coup en direct. Ces touches permettant de rembobiner d'un clic et de modifier la vitesse de lecture sont du reste courantes sur les différentes plateformes de streaming, mais jusqu'à présent ça n'existait pas. Hello Sin qui apparaît pour la première fois dans le chat, bienvenue à toi. Bob qui met, ah ben on en parlait il n'y a pas longtemps, c'était étonnant d'ailleurs qu'elle ne soit pas implémentée plus tôt, qu'elle n'ait pas été implémentée plus tôt. Ouais, effectivement. Alors après, je sais pas si c'est une limitation technique de Twitch ou autre qui fait que jusqu'à présent on ne l'avait pas, mais ça j'avoue que c'est quelque chose d'assez pratique. Après ça sera limité, c'est ce qu'il disait, juste 2 minutes en arrière, mais c'est déjà pas mal parce que si effectivement vous voulez revoir un passage que vous avez raté parce que vous étiez en lurk ou autre et que vous aviez le stream en tâche de fond et que vous voulez revoir un passage, c'est plutôt pratique. Donc on pourra quand même garder un œil sur le direct. Donc c'est ce qu'il précise ensuite dans les paragraphes suivants. Donc il y aura une fonctionnalité de picture in picture, donc c'est-à-dire que vous aurez une petite fenêtre que vous pourrez garder. Vous avez, on va dire en gros, l'instant sur lequel vous êtes où vous remontez un peu dans le temps, et ensuite vous avez l'instant, le stream en direct qui reste dans une petite fenêtre en bas, voilà, pour garder un œil sur le direct. Ensuite, Twitch explique que le bouton de rembobinage sera testé auprès d'un quart des utilisateurs du service dans les prochains jours. Il est testé en compagnie de 2 autres boutons, le Remind Me qui permettra d'avoir une alerte sur une diffusion à venir, et le Watch Trailer pour regarder la bande-annonce de la chaîne d'un streamer. Voilà, bande-annonce qu'on a vue tout à l'heure d'ailleurs. On a vu la bande-annonce entre guillemets de la chaîne des clics. Et bien ça sera désormais possible et accessible directement via un bouton. Comme durant les pubs, je présume. Alors, Sin, tu parles du fait de remonter, c'est ça? Ah oui, non, ça y est, j'ai compris. Oui, c'est vrai, effectivement, qu'il y a ce phénomène où quand tu arrives sur un stream et que tu as un moment intéressant et que tu es coupé à cause d'une pub, et là, tu vas pouvoir normalement rembobiner pour voir, effectivement. Ah, le picture in picture. Alors attends, du coup tu me dis comme durant les pubs je présume, le picture in picture. Est-ce que tu peux détailler un peu plus? Je suis désolé, j'ai pas bien. Du coup je pense que j'ai mal compris ta question. Moi j'ai cela durant la pub. D'accord, ok. Ah oui, donc pendant la pub tu as quand même en picture in picture, donc en bas à droite tu as quand même un encadré où tu vois le direct pour éviter de rater, je suppose, ce qui se passe, et tout en ayant la pub qui passe, si j'ai bien compris. Ok, ça roule. Bah écoute, je sais pas. Moi, j'avoue qu'à titre personnel, j'ai pas souvenir d'avoir le picture in picture encore d'activer. Donc, est-ce que c'est une fonctionnalité peut-être qui est testée sur certains utilisateurs, je sais pas. Mais ou un réglage, je sais pas, que j'ai pas fait sur mon compte. Mais j'ai pas souvenir d'avoir. Je crois que si sur un stream de Sean, I am Sean Red, ça m'est arrivé, mais je pensais que c'était la scène en fait une scène qu'il avait mise en place. Donc peut-être effectivement que je l'avais sans m'en rendre compte. Il faudra que je revérifie. Voilà, donc du coup, en tout cas, cette fonctionnalité est plutôt intéressante. Je sais que j'en avais déjà entendu parler il y a quelques temps, mais donc on va pouvoir revenir un petit peu en arrière, c'est plutôt cool. Et puis après, ces deux nouveaux boutons également qui vont faire leur apparition, le Remind Me et le Watch Trailer.
Voilà, du coup, on va essayer d'enchaîner encore sur une actualité suivante. Alors là, à partir d'ici, c'est plus des petits tips et des choses que j'ai repérées, des petits outils qui, je pense, vont vous être utiles. On a d'abord un premier outil qui va ravir les développeurs présents dans le chat. Donc, vous connaissez les regex, j'imagine, donc les expressions régulières qui sont comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Les expressions régulières, ça va être un enchaînement de caractères qui va nous permettre après de faire de la recherche, notamment quand vous voulez faire des recherches remplacées. Vous avez donc accès à des fonctionnalités qui vous permettent de cibler de façon très précise. Voilà, je sais pas, moi je prends le cas, j'ai un texte et je veux tous les mots qui commencent par bonjour avec un espace juste après, qui contiennent au moins 10 caractères et qui n'ont pas la lettre X à l'intérieur de leur... enfin, qui n'ont pas la lettre X enfin, dans la portion de texte. Ben, ça, on le fait via des expressions régulières. C'est assez puissant comme outil, les expressions régulières, mais c'est particulièrement indigeste au début. Et donc, il y a un outil qui a fait son apparition, qui utilise donc l'intelligence artificielle. Moi, je lis l'article, donc c'est un article de codegarage.fr. Je préfère quand même y aller de façon modérée. Je ne sais pas à quel point est-ce que c'est de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir du coup faire décrire en fait à l'interface ce que vous recherchez et elle va la traduire en expression régulière. Donc, on va faire le test du coup directement ici. Je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous pourrez tester vous-même. Hop, tac, 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 c'est où? C'est ici, voilà. Donc ça s'appelle, l'outil s'appelle AutoRegex. Et donc ici par exemple, si je lui dis, alors je vais lui dire, donc c'est en anglais par contre, match, comment je pourrais faire ça? On va dire match, je sais pas s'il y en a pas déjà des choses. Ouais, bon, on va tester déjà celles qui sont en exemple. Match URL with more than je sais pas si j'ai bien écrit. Hop, caractère, voilà. Peut-être letters, il comprendra mieux. Ok, c'est l'effet démo, ça marche pas des masses. C'est quoi les exemples? On va commencer par les exemples et puis après on fera des choses un peu plus stylées. Match URL beginning with. Ok. Ouais, mais après c'est un peu con parce qu'on a déjà le. Hier j'avais trouvé un truc, c'était pas mal. Match everything that start with hello. Ah mais j'ai pas fait go, c'est pour ça que ça marche pas. Ok, donc là on fait un exemple simple. Donc je lui dis recherche tout ce qui commence par hello, donc ça va. Donc je vais dire tout ce qui commence par hello. Without letters. Est-ce qu'il le prend aussi? Ah, je suis limité. Mais dommage. Ouais, j'ai fait vachement de tests hier, c'est un peu dommage. Est-ce que peut-être si je teste sur un autre navigateur, est-ce que je peux bypasser un peu le truc? Hop. Donc, je refais match everything. Ah non, il a capté sur mon IP. Bon, bref. C'est l'effet démo, dommage. Hier j'ai testé, c'était relativement efficace, donc je vous laisse tester de votre côté parce que moi malheureusement je suis limité au niveau du nombre de requêtes vu que j'en ai déjà fait certaines. Mais voilà, en tout cas vous voyez le principe, donc en gros vous pouvez passer et décrire en fait votre besoin. Et ensuite, il va vous convertir ça du coup en expression régulière, ce qui est plutôt pratique, hein. En tout cas pour faire une base, si jamais vous avez une base d'expression régulière que vous voulez, puis après vous la peaufinez un petit peu. Donc bon, là vous connaissez l'effet démo, évidemment ça marche pas parce que ça a envie de me
pour bien m'embêter. Mais en tout cas, hier, j'ai fait le test, ça fonctionnait nickel. Je pense que j'aurais dû garder les expressions que j'avais testées pour voir. Et il prenait quand même pas mal de choses. Il prenait en compte donc le fait de dire, bah, ok, il faut que ça contienne tel mot, il faut qu'il y ait à minima tant de caractères, voilà, qu'il n'y ait pas de lettres, etc. etc. Donc n'hésitez pas à tester de votre côté. En tout cas, ce petit outil est plutôt pratique. Hello Marinette qui nous rejoint dans le chat, bienvenue à toi. Donc voilà, du coup, c'est cet outil que je trouvais plutôt pratique. Ensuite, je voulais revenir sur une chose dont on avait parlé je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'était la semaine dernière, sur Figma et l'apparition du coup des sections de Figma. Et où je vous avais dit, ben, je comprends pas trop en fait l'intérêt du coup des sections, si ce n'est le côté organisationnel, le fait d'organiser et d'avoir une interface un petit peu clean. Moi, je voyais pas trop en fait la différence avec le fait de simplement mettre le fait de mettre une frame comme on le faisait jusqu'à présent pour pouvoir organiser. Et donc je suis tombé sur cette petite vidéo du coup de Jess UI, donc Jessica Trocmé, si jamais vous la suivez pas, c'est sympa ce qu'elle fait. Elle parle pas mal d'actualité justement en Figma. Et c'est là que j'ai pigé un peu plus l'intérêt, c'était surtout sur la partie prototypage en fait de Figma. Donc quand vous faites du Figma, que vous designez des interfaces, vous pouvez prototyper, donc en fait mettre des animations en place. Et tout l'intérêt des sections, c'est qu'on va pouvoir justement grouper en fait une certaine partie de nos écrans. Donc elle montre cet exemple qui est plutôt parlant, donc je passe en plein écran. Si du coup vous imaginez, donc ça c'est votre design, vous avez un écran principal avec un petit carrousel et donc 3 images, et donc ces images, quand on clique à l'intérieur, en fait on va renvoyer vers d'autres écrans. Donc typiquement on va cliquer sur oiseau, et là on va voir en plein écran des fonds d'écran d'oiseaux qu'on va pouvoir également passer comme un carrousel. On va faire pareil, du coup ben voilà, il y a créatures marines et il y a les chats. Bon, peu importe, c'est un exemple. Si vous vouliez animer ça auparavant, il fallait en fait tirer un lien de prototypage depuis chacun de tous ces écrans, ce qui fait un joyeux bordel à l'arrivée. Donc on voit le nombre, je sais pas si ça se voit bien, mais au niveau du stream, mais à chaque fois il va falloir relier en fait chacune de ces tuiles vers les différents fonds d'écran. C'était un peu le bordel. Avec l'apparition des sections, du coup, pof, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'on va grouper l'ensemble des écrans. Si je prends l'exemple des oiseaux, donc ça c'est tous mes fonds d'écran d'oiseaux, et je veux que quand je puisse cliquer sur cet oiseau principal, je puisse avoir accès en fait en plein écran à tout cela et pouvoir passer de l'un à l'autre. Ben, du coup, on va pouvoir grouper ça en sections, et ensuite on va simplement tirer un lien depuis en fait l'écran correspondant vers la section correspondante. Et alors là, la question qu'on va se poser, c'est ok, mais comment est-ce qu'il va savoir si typiquement, je sais pas moi, si j'arrive, je clique sur l'oiseau et puis je passe et je vais à la 3e slide, je reviens en arrière, comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'à chaque fois ça va reset? Et bien en fait non, ce qui va se passer, c'est que les sections enregistrent un état, enregistrent un state, donc en gros les sections retiennent en fait où est-ce que vous en êtes une fois que vous êtes passé en fait dans tel ou tel écran d'une section. Donc je vous montre ça pour que ce soit un petit peu plus clair. Là elle le montre de façon assez clean. On arrive sur l'application. Donc on peut cliquer en fait, voilà, on a un carrousel, on peut cliquer sur l'oiseau et arriver sur les fonds d'écran d'oiseau. Donc là voilà, elle clique, pouf, elle arrive sur le premier, elle fait défiler, donc là on est sur la 2e section, 3e section, et puis là elle revient en arrière, ok. Donc grosso modo sur ce schéma, ça correspond à, elle arrive ici, pof, elle arrive sur la section Bird, elle passe sur l'écran 2, puis l'écran 3, et après elle revient, ok. Et ce qui va se passer, c'est que quand elle va vouloir recliquer sur l'oiseau, il y a l'état qui est conservé. Donc, en fait, le Figma retient le fait qu'elle était sur la 3e slide. Et c'est là que ça devient hyper intéressant parce que, bah, du coup, grâce à ce procédé-là, on n'a plus besoin en fait de tirer autant de faire autant de liens de prototypage. Il suffit juste de grouper en fait par sous-écran en quelque sorte, et on va pouvoir comme ça cliquer et basculer d'un écran à l'autre, revenir sur l'écran de home, et Figma retient en fait où est-ce qu'on en est. Donc ça c'est super en fait en termes d'organisation, c'est un truc que j'avais pas spécialement anticipé la dernière fois quand je vous en avais parlé, mais voilà, l'apparition des sections dans Figma, plutôt intéressant en tout cas sur ce côté-ci, sur la partie prototypage. Donc je voulais absolument corriger cette petite erreur que j'avais faite la dernière fois.
Voilà, donc du coup, on va terminer terminer cette matinale avec une partage de ressources que j'ai trouvé plutôt intéressante, que j'ai trouvé, donc c'est Antoine Pelletier qui est un YouTuber, je ne sais pas si vous connaissez, YouTuber plutôt orienté design. Je vais vous montrer ça rapidement. Hop. Voilà, donc YouTuber plutôt orienté design, il fait pas mal de choses sur l'histoire du design, etc. C'est hyper intéressant, c'est plutôt bien fichu ce qu'il fait. Et du coup, il a partagé en fait un Notion dans lequel il regroupe l'ensemble des ressources qu'il utilise et c'est plutôt intéressant. Donc il y a un peu de tout, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a des sites sur lesquels on va trouver de l'inspiration, voilà, de l'inspiration web digitale. On a aussi pour la partie création de marque, donc branding, parce que ça c'est un truc qu'il fait aussi, il fait pas mal de branding. Des ressources typographiques, donc voilà, si vous voulez aller chercher des typos particulières pour vos projets, il y a toute une palanquée de sites qui sont présents là et sur lesquels vous pouvez aller trouver des ressources. Des illustrations libres de droit, voilà, donc je sais pas si je prends les deux premiers par exemple, hop. Ok, ah oui, mais j'ai cliqué sur le lien, c'est ça en fait. Tac. Et ça. Donc voilà, ça c'est des sites sur lesquels vous allez pouvoir retrouver des illustrations libres de droit que vous pourrez utiliser dans vos projets. Donc plutôt intéressant. Après, qu'est-ce qu'on a donc inspiration via les agents d'illustrateurs. Ok, bon, ça je vois pas trop à quoi ça correspond, mais à gratter. Voilà. Ensuite, les palettes de couleurs, quand vous cherchez, voilà, quand vous mettez en place une nouvelle marque, un nouveau branding, tout un système de palettes de couleurs sur lequel vous pourrez aller prendre de l'inspiration pour que ça puisse fonctionner. Du sound design, des mock-ups également. Donc les mock-ups, c'est le fait une fois que vous avez fait une création, de pouvoir projeter ça dans un cas réel, typiquement un faux iPhone en 3D, ce genre de choses. Donc là, vous avez tout un tas de sites en fait sur lesquels vous allez avoir des mock-ups et puis des images libres de droit. Donc voilà, encore une ressource plutôt cool. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que comme c'est un Notion, potentiellement, il le mettra à jour, je pense, au fur et à mesure. Et je sais qu'on a l'équivalent, donc on a nous, Bruno Simon, dans le milieu du web créatif, qui a fait aussi un Notion sur lequel il met toutes ses ressources. Et c'est plutôt pratique, en fait, pour se mettre ça de côté et voir, voilà, quand on en a besoin, d'aller du coup récupérer les liens des sites. Voilà, je vous partage ça du coup dans le chat. Ça, c'était également un petit tips que je voulais vous partager.